Chers amis d'Anglo-Congo à travers le monde, nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2018. Nous vous disons bonjour, bonsoir à tout le monde, bon anniversaire pour ceux qui sont nés aujourd'hui ou à quelqu'un qui vous est cher. Nous sommes Anglo-Congo, nous allons faire l'analyse, excusez-moi, sur un seul sujet aujourd'hui. Après Genève, cap vers les élections. Alors, jusque-là, donc, nous avons une seule personne qui s'est connectée, c'est Simon Kabouya. Nous espérons qu'il y aura d'autres gens. Alors, nous donnons quelques brèves. Vous savez qu'à l'est de la République, il y a Ebola, il y a aussi les conflits armés. Alors, cet état des choses est en train d'inquiéter la MONUSCO, qui estime que cette situation-là peut faire dérailler les processus électoraux. Ceux qui nous suivent, ils savent que nous en parlions, nous disions que Ebola et les conflits qu'on est en train de créer artificiellement font partie de la stratégie du pouvoir pour ne pas, pour trouver un prétexte pour la non-tenue d'élections. Parce que la stratégie du pouvoir consiste, d'une part, à donner l'impression que le pouvoir, par la CENI, s'est engagé à accélérer le processus, d'autre part, à créer les conditions qui vont faire que les élections ne puissent pas se tenir et, à un autre niveau, chercher un dialogue, trouver des interlocuteurs dans l'opposition et même la réunion de Genève rentre dans ces cadres-là. Donc, si monsieur Félix Tshisekedi, qui est favori, il faut le dire, n'avait pas été choisi. Les calculs, c'était aussi ça parce que l'UDPS dit avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Alors, mais nous allons y revenir. Donc, vous êtes déjà plus de 10 personnes ici. Il y a Simon Kabouya, il y a Valentin Oscar Mutombo, il y a Didier Kanangila, il y a Trésor Nzengu, il y a Ilunga Mulumba, il y a Gogo Mukadi. Voilà, et vous êtes nombreux à me saluer. Alors, pendant que les yeux des gens étaient focalisés sur ce qui se faisait à Genève, alors qu'à New York, le Conseil de sécurité était en train de siéger et entre autres sujets, ce jour-là, donc c'était hier, c'était la RDC. Le processus électoral, la situation sécuritaire de la RDC était au centre de la session du Conseil de sécurité hier. Ce matin, quand nous nous sommes réveillés, le matin de chez moi, je me suis rendu compte que Madame Leila Zerougui, la représentante du secrétaire général de l'ONU, avait parlé, elle s'était adressée au Conseil de sécurité. Madame Nikki Haley, elle avait aussi pris la parole parlant de la situation du processus électoral en RDC et de la situation sécuritaire. Voilà, je vais vous lire quelques-unes de déclarations de ces deux dames, ces deux diplomates de haut niveau. Madame Leila Zerougui, c'est elle qui est la patronne de la MONUSCO. Elle a, dans sa communication, exprimé une inquiétude sur la situation d'Ebola et de l'insécurité à l'est de la République, comme quoi cette situation peut faire que le processus électoral soit déraillé. Ce sont ces termes, déraillé. Ça veut dire que ça peut conduire, ça c'est mon entendement, à retarder le processus électoral.
Et nous le disions, Anglo-Congo le disait toujours qu'on doit bien suivre cette affaire d'Ebola parce que le pouvoir est capable de prendre le virus d'Ebola et d'aller répandre ça au Nord Kivu. Nous avions tiré la sonnette d'alarme déjà quand cela avait commencé à Mbandaka. Vous savez que le ministre de la Santé, l'actuel ministre de la Santé, M. Oli Ilunga, il fait partie de membres de l'équipe de Joseph Kabila qui vont faire des lobbying ensemble avec des lobbyistes américains aux États-Unis en faveur de Joseph Kabila. Monsieur Oli Ilunga, qui était dans l'UDPS, et vous savez comment il avait quitté. Hein? Alors, monsieur Oli Ilunga, le docteur, est au four et au moulin, apparemment, dans l'affaire d'Ebola. Mais en même temps, il y a lui, il y a Raymond Chibanda, il y a un certain, les noms vont venir, voilà, quand les noms viendra. Alors, ils font partie de l'équipe stratégique qui s'occupe du lobbying aux États-Unis pour Kabila. Donc, de temps en temps, il va aux États-Unis, tout ça. Alors, c'est lui qui est au four au moulin de ces dossiers d'Ebola. Bon, en tant que ministre de la Santé, parce que c'est dans son portefeuille. Mais en même temps, comme je l'ai dit, nous avions réfléchi. Nous avons dit Ebola peut être utilisé parce que le virus, tout comme le virus des autres maladies virales, le virus d'Ebola, excusez-moi, est un virus qu'on cultive dans les laboratoires. Alors, que ça parte de Mbandaka directement au Nord Kivu, sans passer par une région intermédiaire, cela nous avait interpellés. Et je vous ai dit l'autre jour que les responsables des centres de contrôle et de prévention des maladies et d'épidémies aux États-Unis, ils avaient envoyé une équipe en RDC qui était partie jusque dans le Nord Kivu. Mais leurs responsables aux États-Unis, finalement, les 25, dans un think tank américain, plutôt à Washington, avaient tiré la sonnette d'alarme pour dire que le niveau que Ebola a atteint au Nord Kivu risque de ne pas être maîtrisé. Et les Américains avaient retiré leur équipe du Nord Kivu. Je dis cela parce que vous voyez aujourd'hui, Madame Leila Zerougui, représentante du secrétaire général de l'ONU, elle en a parlé dans son adresse aux Nations Unies. Ceux qui me suivent, ils savent que j'ai tiré la sonnette d'alarme. Je disais que la nature de ce pouvoir est capable de tout alors, même propager Ebola pour trouver un prétexte que les élections ne se tiennent pas. Ça, c'est le premier élément. Je vais vous lire maintenant, après Genève. Hein? Vous savez qu'à Genève, il était question qu'on choisisse les candidats communs de l'opposition. Et, surprise, c'est un outsider, M. Martin Fayulu, qui était sorti, qui était plutôt choisi après deux grands partis ou deux grands candidats qui étaient restés en lice, à savoir M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, suite aux pressions de leur parti, de leur base. Ils se sont retirés. Ils ont retiré leur signature. Je le répète encore, pour tordre le cou aux gens qui veulent désinformer l'opinion. Il ne s'agit pas de renier sa signature. Parce que messieurs de Colo a parlé ils ont renié leur signature. Pas du tout.
il y a une différence, je le redirai toujours, entre retirer sa signature et renier cela. Donc, ce que M. Vital Kamerhe a fait et ce que M. Félix Tshisekedi a fait, il ne s'agit pas de renier leur signature, je les ai suivis, il s'agit de retrait de leur signature. C'est désengager d'un accord. Et ce n'est pas illégal. Comme je l'avais expliqué, c'est comme un mariage, c'est un accord. Le mariage est assis sur un accord, c'est un contrat. Même les mariages qui ont des enfants, un partenaire peut dire, j'en ai marre, je quitte ce mariage. C'est pénible, mais ce n'est pas illégal. Voilà. Et dans certains pays même, dans certaines cultures, ce n'est même pas immoral. Alors, maintenant, après Genève, on voulait savoir quelle était la position de la communauté internationale. Il y a des gens qui disent non, ceux qui se sont retirés, hein, donc ils seront en difficulté avec la communauté internationale, ils seront bannis. Mais je vais vous lire, vous allez vous faire l'idée vous-même, c'est que Madame Leila Zerouki, qui est la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, écoutez ce qu'elle a dit dans son speech. Quelque part, et en référence avec ce qui s'est passé à Genève. Elle dit ceci: le choix de M. Fayoulou comme candidat commun de l'opposition suscite toutefois de vives contestations parmi les militants de l'UDPS et de l'UNC. Certains leaders de ces deux partis ont annoncé leur retrait de l'accord signé la veille. La candidature de M. Fayoulou était loin de faire l'unanimité parmi toutes les forces d'opposition. Fin de citation. Ça, c'est la dame qui est la patronne de la MONUSCO en RDC. Alors, après Genève, j'avais fait une analyse où j'avais dit que Kabila n'est pas sorti, ou il n'est pas au terme de ses difficultés, parce qu'il y avait des gens qui pensaient qu'avec ce qui est arrivé à Genève, cela sera l'avantage de Kabila. Moi, j'avais dit, si vous rentrez, c'est l'analyse avant l'avant-dernière. Non, avant la dernière, oui. Non, avant l'avant-dernière. J'avais dit que Kabila n'est pas sorti de ses difficultés. Pourquoi? L'objectif de Kabila, c'est quoi? Il cherche les glissements. Il n'est pas prêt, je le répète, à organiser des élections et des bonnes élections le 23 décembre. Or, je le disais que ces engagements qu'il avait pris vis-à-vis des Américains, après avoir prolongé, même au-delà de l'accord de Saint-Sylvestre, finalement, Kabila va demander une dernière chance auprès de Niki Halé pour dire que ipso facto, le 23 décembre, il y aura élection en RDC. Alors, maintenant que la date s'approche, M. Kabila, par la CENI, commence à chercher des prétextes pour un report. Et il fallait qu'il y ait un dialogue. Ce dialogue, il voulait le faire avec l'opposition. Maintenant, dans l'opposition, il y a eu division ou divergence sur cette question. Il y a d'une part l'UDPS qui a dit, avec ou sans machine à voter, allons aux élections, tout en sachant que de l'autre côté, ils ne sont pas prêts. Parce que l'ONG de Sentry, c'est une ONG américaine qui travaille avec une autre qu'on appelle Enough Project, avait fait un rapport pour montrer que la CENI était en train de retarder les opérations de préparation des élections. Avec l'idée derrière qu'il y aura un report. Mais avant qu'on arrive à ce report, donc il y aura un dialogue. Les invalidés vont saisir la main de Kabila, une main secrète, comme ça ils vont rentrer dans la course et Kabila va obtenir un glissement. Il me semble
à moins que je me trompe, que la position de l'UDPS que je disais, elle est stratégique et tactique. C'est comme si l'UDPS connaissait quelque part aussi la position exprimée aujourd'hui par les Américains. Parce qu'aujourd'hui, c'est exprimé. Alors, écoutez ce que dit Nikki Haley. Ça, c'était hier qu'elle a parlé au Conseil de sécurité. Parce que Nikki Haley, elle n'a pas encore quitté ses fonctions. C'est au mois de décembre qu'elle va quitter ses fonctions de la représentante des États-Unis aux Nations Unies. Elle dit ceci. Je vous lis, là où elle parle, le plus important. Elle dit, il n'y a aucune excuse à l'échec concernant les élections au Congo. Il n'y a aucune excuse à l'échec. Donc, ni Ebola, ni les troubles à l'est de la République, ni quoi que ce soit. Même si on dit qu'il y a eu une inondation au Congo, pour eux, ce n'est plus une excuse. Il dit, il n'y a aucune excuse à l'échec. Aucune raison de retarder le processus. Il ne reste aux dirigeants de la RDC qu'à faire la preuve de leur volonté de suivre le chemin démocratique qui leur a été tracé. Le monde entier observe pour savoir ce que sera l'héritage du président Kabila. Fin de citation. Je vous avais dit qu'il avait pris les engagements devant les Américains, devant la SADC. La dernière Assemblée générale des Nations Unies, M. Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, il a dit à haute et intelligible voix qu'il y aura des élections au mois de décembre en RDC. C'est une tactique qu'on trouve chez M. Kabila depuis un certain temps. Vis-à-vis des partenaires extérieurs, il prend des engagements avec tout le sérieux, mais en même temps, sur le terrain, il crée des conditions pour ne pas tenir ses engagements. Apparemment, je dis apparemment, on a compris son jeu. Maintenant, il est pris par ses propres mots. Et je disais à ceux qui me suivent, je disais que les Américains vont réagir, parce que j'étais au courant qu'ils vont réagir. Ils vont s'exprimer sur le processus électoral. Ils seront contre tout retard. C'est pour dire que ceux qui ne voulaient pas un dialogue, rentrer dans la course par un dialogue et donner un glissement à Kabila pour dire les choses clairement, leur plan a échoué. Il me semble, le fait qu'ils ont influencé que le leader de l'UDPS, M. Félix Tshisekedi, qui, dans les intentions de vote, est en tête, le fait qu'ils n'ont pas pris, qu'ils n'ont même pas pris aussi Vital Kamerhe, c'est une façon de faire payer à l'UDPS sa position, hein, celle qui consiste à dire, avec ou machine à voter, nous devons aller aux élections. Je voudrais vous poser une question pertinente. Pourquoi le pouvoir de Kinshasa, qui n'aime pas les marches, avait-il encadré la marche des opposants, la dernière, sans une seule victime? Ils ont fait ça de manière professionnelle. Parce qu'il était de l'intérêt du pouvoir de Kinshasa de montrer au monde que la machine à voter est en train de poser un problème pour trouver prétexte en fait d'aller au dialogue. C'est très important ce que je vous dis là. Vous comprenez? Alors, ce jour-là, c'est comme si Dieu, pas comme si certainement Dieu avait vu les intentions de ceux qui marchaient et la complicité de ceux qui ont laissé la marche. Dieu, que ce jour-là, étonnamment, il n'y a pas eu engouement. Il n'y avait pas une forte mobilisation de la population. Si ces jours-là, la population avait répondu massivement, je vous dis,
ceux qui sont pour le dialogue allaient trouver un argument parce qu'ils ont, en dehors de leurs lobbyistes, ils ont les libéraux belges qui sont en train de travailler pour qu'il y ait dialogue. Ces jours-là, ça allait être une victoire pour eux. Une grande victoire pour eux. Alors, une grande. Ces deux points ici que je viens de soulever. Ces deux déclarations montrent que M. Kabila n'est pas sorti, hein, il n'est pas au terme de ses difficultés, parce que maintenant la pression commence. Ou bien il organise des élections le 23, ou bien alors il va rendre compte à la communauté internationale, particulièrement aux Américains, pourquoi il n'a pas organisé les élections, alors que, souvenez-vous, quand on avait parlé des élections au mois de décembre, quand cela a été annoncé, quand Niki était venu à Kinshasa, beaucoup de gens étaient déçus. Il y en avait même qui disaient qu'à Lembongo, parce que ça paraissait trop long. Aujourd'hui, il est coincé. Parce que le but de Kabila, c'était d'obtenir un autre glissement. Shadari, il l'a présenté tout simplement pour atténuer la pression. Parce qu'il a fallu de menaces sérieuses pour que lui puisse présenter un dauphin. Je voudrais aujourd'hui que vous puissiez suivre un élément. Mais ce syndicat, j'ai beaucoup de respect pour lui, syndicat de Kolo. Je sais qu'il n'a pas apprécié le fait que Kamer, parce qu'il l'a dit ouvertement, Kamer et Félix Tshisekedi ont retiré leur signature. Mais c'est lui qui m'avait mis, moi, en tant qu'Anglo-Congo, sur la piste, sur la stratégie de Kabila autour de la machine à voter pour obtenir un glissement. C'était au mois d'avril de cette année. Je vais aujourd'hui vous balancer un élément. Ça sera un peu long, mais vous allez suivre. C'est une interview qu'il avait accordée à Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Je me pose la question aujourd'hui, pourquoi il change de position? Pourquoi il semble, je dis, il semble rejoindre ceux qui veulent créer une crise artificielle autour de la machine à voter pour trouver un glissement. Je ne dis pas qu'il est pour le glissement, mais pourquoi il ne dénonce plus comme il avait fait au mois d'avril? C'est la question que je me pose, mais je vais d'abord balancer cet élément-là, c'est un élément audio. Le titre, c'est Joseph Kabila, et ça c'est le syndicat qui dit, Joseph Kabila a l'habitude de rouler tout le monde dans la farine. Suivons tous. Très sincèrement, je n'y crois plus, pour deux raisons. D'abord, la première, c'est qu'effectivement, on a pris l'habitude au Congo de jouer à ce jeu de report en report des élections. Et donc, j'ai l'impression que ça reste encore une option qui est sur la table, étant donné que M. Kabila ne semble pas avoir abandonné l'idée de se maintenir au pouvoir, tant que faire se peut. Et puis, deuxièmement, parce qu'il faut encore bien se mettre d'accord sur ce qu'on entend par élection. Nous, au niveau des Congolais debout, nous demandons que les Congolais puissent voter selon des modes ou des standards qui sont acceptables internationalement en termes de démocratie. Or, on se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, que ce soit pour la question de la machine à voter, que ce soit pour le fichier électoral qui a présenté, je vous le rappelle, après une première étude, 6 millions de cas de bébés, d'enfants, d'étrangers, de doublons, que sais-je encore, qui font déjà planer réellement une grande suspicion sur la transparence et la légitimité qui pourrait sortir de ces élections-là. Donc ces deux points nous préoccupent beaucoup au niveau des Congolais debout. On a le sentiment qu'on n'est pas sérieux vis-à-vis de la date du 23 décembre. Et il faut bien, je pense que tout le monde se rende compte qu'il n'y aura pas pour M. Kabila de possibilité de glisser de nouveau, comme on dit au Congo.
Et puis deuxièmement, en termes d'élection, il nous semble très important que la CENI prenne la mesure de la responsabilité historique qui est la sienne, d'organiser de vraies élections, c'est-à-dire là où tous les candidats peuvent se présenter, et ils ne sont ni inquiétés, ni... Oui, mais pourtant, syndicat de Colo, oui, vous semblez sceptique, mais la CENI a publié, vous l'avez rappelé, le fichier électoral, les différents candidats déclarés sont dans le starting block. Qu'est-ce que vous attendez de plus pour... Les différents candidats ne sont pas dans les starting blocks. Une partie des candidats potentiels sont en prison. Quelqu'un comme Jean Diomi Dongala, quelqu'un comme Franck Diongo ont été mis en prison, sont maintenus en prison. En même temps, aujourd'hui, j'allais dire l'anti-Kabila numéro 1, l'anticorps kabiliste numéro 1 qui est Moïse Katumbi n'est pas en mesure de rentrer dans son pays et de faire sa campagne normalement. Oui, mais parlant de Moïse Katumbi, dont vous attendez l'application, dont vous attendez l'application des mesures dites d'apaisement, c'est ça? Oui, mais les mesures d'apaisement, elles étaient censées courir pendant toute la durée de la transition, ce qui devait permettre de préparer un environnement compatible avec l'idée d'élection démocratique. Mais aujourd'hui, vous regardez, dès que quelqu'un essaye d'appeler à manifester, soit on le tue, comme Rossi Chimanga, soit on le met au secret dans des prisons illégales, sans possibilité de voir un avocat ou d'être jugé, comme Carbone Béni. Tout ça nous indique clairement que M. Kabila n'est pas du tout dans l'esprit ni dans la lettre de l'accord, qui est pourtant la seule base aujourd'hui de sa légitimité à la tête du Congo. Oui, le problème pour Moïse Katumbi, c'est qu'il est empêtré dans un autre feuilleton judiciaire avec cette histoire de nationalité, de double nationalité. Est-ce qu'il n'a pas prêté le front? Bon, vous savez, de toute manière, ce sont des excuses. C'est quoi, la 3e, 4e, 5e joker qu'on sort contre lui? On a bien compris que Moïse Katumbi était dangereux pour M. Kabila et que donc on lui trouverait toujours des poux dans la tête qui essaieraient de justifier qu'il ne puisse pas présenter sa candidature. Je pense que ce n'est pas du tout acceptable, ce n'est pas du tout légitime, et il est important que M. Kabila se rende compte que s'il n'organise pas de vraies élections et qu'il n'accepte pas clairement que de laisser le pouvoir comme c'est prévu dans la Constitution, puisque son deuxième et dernier mandat, je pense qu'il faut qu'il se rende compte qu'il n'y aura pas de négociation ou de rallonge possible. Oui, revenant à Moïse Katumbi, est-ce que vous ne croyez pas qu'il a fauté, hein? Il savait que la RDC n'admettait pas la double nationalité. Écoutez, s'il fallait retirer de la classe politique tous les gens qui ont une double nationalité, je vous assure que les sièges de l'Assemblée nationale seraient clairsemés. On a eu déjà le cas d'un Premier ministre, Sami Badibanga, qui était belge. C'est pas compliqué de vérifier. Vous êtes journaliste d'investigation, vérifier en Belgique. Je pense qu'il est toujours belge. Donc il a été Premier ministre avec sa double nationalité. Je vous rappelle également que M. Kabila, qui est aujourd'hui le président du Congo, tout le monde sait bien qu'il n'a jamais été zaïrois. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas vu de processus au niveau de la justice congolaise, là où il aurait demandé une réhabilitation un rétablissement de sa nationalité. Donc, ça veut dire que effectivement, la question de la nationalité est un dossier qui est un dossier dangereux pour la RDC, c'est un dossier boueux. Je pense que ça sera bien pire que l'ivoirité l'a été à une époque dans le cas de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un dossier que je pense qu'il faut mieux éviter d'instrumentaliser à des fins politiques parce qu'il risquerait de mettre le feu aux poudres. Oui, mais vous-même, syndicat de Colo, hein, beaucoup disent que vous n'êtes pas congolais de souche. Bon, vous savez, congolais de souche, c'est encore ça, c'est des histoires de débat. D'abord, je ne suis candidat à rien, et deux, je ne pense pas réellement que cette question doive occulter les vraies questions de fond qui sont aujourd'hui quel est le bilan de la Kabylie après 17 ans et qui est en mesure d'apporter un projet qui puisse recueillir l'assentiment des Congolais pour reprojeter le pays vers l'avenir et le remettre sur les rails. Tout le reste, c'est de la distraction. En juin, dans exactement 2 mois, on devait en savoir plus sur qui remplit les critères pour être candidat ou pas. Et si jamais Moïse Katumbi échouait ou bien sa candidature était rejetée, invalidée, qui est-ce que vous allez soutenir à cette élection présidentielle? Écoutez, moi je vous parle en tant que président des Congolais de Pau. Nous sommes un mouvement de la société civile et donc apolitique. Je ne suis pas en train de faire le soutien de Moïse Katumbi. Je ne peux pas le faire dans la mesure là où j'ai des membres. Mais vous êtes un de ses proches, mon syndicat de Colo. Mais faisons les choses bien différemment. Je suis aussi un proche d'Ertin Fayoulou, je suis un proche de Félix Tshisekedi, je suis un proche d'un certain nombre de gens. Ça ne veut pas dire forcément que je sois leur soutien politique.
là-dessus, il faut éviter le mélange des genres. Moi, je me bats au niveau des Congolais debout pour qu'on ait des élections justes et qu'on puisse offrir aux Congolais le droit légitime de pouvoir choisir le meilleur projet et la meilleure personne pour le porter. Je pense aujourd'hui qu'il serait difficile d'envisager de pouvoir qualifier ces élections de justes, transparentes, et puis qu'elles puissent nous rapporter la légitimité qui fait tant défaut au régime congolais à l'heure actuelle, si quelqu'un de la masse critique ou de la superficie, de la surface politique de Moïse Katumbi ne peut pas présenter son projet. Nous, ce qu'on veut, c'est de la stabilité. Très sincèrement, si Moïse Katumbi peut faire sa campagne normalement, présenter son projet et qu'il n'est pas élu par les Congolais, je serais parfaitement satisfait parce que je pense que ce qui est important, c'est donner le droit aux Congolais à la normalité démocratique, c'est-à-dire à jouir de la liberté civile et politique comme n'importe quel citoyen du monde. C'est ça le combat FCD, les Congolais debout. Donc vous, votre mouvement, les Congolais debout, n'allez pas donner de consigne de vote, hein, c'est ça? Bien sûr que non, c'est pas du tout notre rôle. Nous, encore une fois, notre rôle, c'est de se battre pour des valeurs, pour des principes. Vous savez, il faut éviter le mélange des genres. Souvent, au Congo, malheureusement, on a l'habitude d'utiliser la moindre surface de représentativité comme une espèce de marchepied ou de plateforme. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis dans un engagement qui est très sérieux. J'ai le sentiment que mon pays est en train de partir à la dérive et ce qui lui manque, ce n'est pas ni des intelligences ni des hommes. Ce qui lui manque, c'est des principes et des valeurs. Et c'est sur quoi, c'est le front sur lequel nous portons le combat. La RDC compte en ce moment plusieurs mouvements citoyens, la Lucha, Filimbi. Est-ce que vous travaillez en synergie avec toutes ces organisations? Absolument. Nous, on est un membre, on est un peu la petite sœur de la société civile congolaise. Donc, évidemment, on a beaucoup à apprendre, à partager avec eux. Et puis, vous avez omis d'en nommer une, pas la moindre, qui est d'ailleurs notre petite sœur de ce point de vue-là, qui est le comité laïque de coordination, qui aujourd'hui est un peu la représentation de la position de l'Église catholique. Et nous pensons effectivement qu'en nous mettant d'accord, en coordonnant un peu nos actions et nos points de vue, on va pouvoir jouer un rôle prépondérant pour justement arriver à faire sortir la RDC du blocage dans lequel notre classe politique l'a laissé s'embourber. Est-ce que vous pensez, comme certains analystes, que c'est un peu grâce au comité justement de laïcs catholiques que la machine électorale est en train d'être boostée? Absolument. Je pense que l'Église catholique est en train de jouer un rôle absolument historique dans l'histoire de notre pays. Il faut lui en rendre grâce. Personnellement, au niveau de la coordination des Congolais debout, nous avons décidé justement de nous mettre un peu en retrait et de nous aligner sur l'action du comité laïque de coordination, parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'une course d'ego, mais il s'agit réellement d'arriver à atteindre un objectif qui est de forcer M. Kabila à respecter son serment constitutionnel, d'abandonner le pouvoir et de nous donner les élections auxquelles la Constitution nous donne droit. Mais donc vous pensez vraiment que Joseph Kabila entretient toujours un flou, hein, il ne quittera pas le pouvoir? C'est pas entretenir un flou, il est en train de créer toutes les conditions à l'heure actuelle. Et on connaît bien la méthode Kabila, pour l'avoir déjà vécu 3 fois. La CENI, donc la Commission électorale nationale, qui n'a d'indépendante que le nom, est en train de nous préparer des élections qui sont absolument inacceptables. Vous avez vu les machines à voter qui ont été d'ailleurs condamnées, critiquées par le propre gouvernement de Corée du Sud, c'est-à-dire qui a pris des distances par rapport à la société coréenne qui est le fabricant ou le fournisseur de ces équipements. Vous vous rendez bien compte que venir avec cette solution soi-disant miracle, je vous rappelle d'ailleurs que M. Minakou, qui est numéro 2 ou numéro 3 du PPRD, sur ces fameuses écoutes, on l'a tous entendu dire à quel point les machines à voter étaient épatantes et à quel point ça leur permettre d'éviter d'avoir à partager le gâteau. C'est suffisamment éloquent quand on connaît un peu la culture politique congolaise pour comprendre exactement ce que ça veut dire. Donc on se rend compte que cette histoire de machine à voter, mais aussi le refus qui a été marqué certainement sur ordre du président Kabila, qu'on puisse faire un audit réel de ce fichier électoral, va nous amener vers l'impasse. C'est-à-dire, comme d'habitude, M. Kabila va mettre toute la communauté internationale, la communauté nationale face à un choix impossible qui est soit vous me laissez faire des mauvaises élections à temps, soit alors on doit prendre encore 2 ans,
mais la responsabilité de ce glissement incombe à mes partenaires, donc pas à moi. Alors je crois qu'il faut arriver à briser ce cycle-là, étant donné qu'on connaît déjà la stratégie, on a même une idée assez claire du chronogramme, étant donné qu'il va y avoir le dépôt des candidatures le 25 juillet et que M. Kabila ne va jamais présenter le nom d'un dauphin. Voilà, donc là, vous venez de suivre la dernière partie. C'est là où j'avais eu l'idée, j'avais dit, ce monsieur avait vu juste sur la stratégie de Kabila autour des machines à voter et du fichier. C'est-à-dire, pour que j'enlève cela, hein, je me mets à la place de monsieur Kabila, vous me donnez les glissements, moi j'enlève les machines à voter. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce que l'UDPS avait posé comme question, mais si on n'enlève pas la machine à voter, on fait quoi? Parce que la stratégie de Kabila, Dokolo vient de le dire, et ça c'est au mois d'avril qu'il avait dit ça. Il dit ça, il va utiliser les machines à voter et les fichiers pour obtenir un glissement. Maintenant, quand cette question a été posée au sein de l'opposition, c'est là où il y a eu divergence. Ceux qui cherchaient un dialogue, qui voulaient saisir, qui avaient compris la stratégie de Kabila, n'ont pas voulu répondre à cette question de la tenue coûte que coûte des élections le 23 décembre. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient un dialogue avant le 23 décembre. Or, il fallait imaginer que non, allons d'abord jusqu'au 23 décembre et constatons que s'il y a élection, tant mieux. S'il n'y a pas élection, alors Kabila fait face à ces promesses qu'il avait faites, les toutes dernières aux Américains. Le sous-secrétaire d'État américain, M. Kibornagi, avait dit, il y a 2 semaines passées ou 3, que nous sommes en train de suivre ce processus. Nous espérons qu'il y aura élection à la fin de cette année. L'Angola avait dit que l'Angola insistait qu'il faut qu'il y ait élection le 23 décembre et de bonnes élections, pas de contestation. Or, Kabila, dans sa stratégie, il voyait les glissements. Je garde les machines à voter, je me répète. Comme ça, quand vous allez insister, je vous donne ça et puis j'obtiens un glissement. Maintenant, les deals, c'est quoi? Ces glissements-là, vous rentrez dans la course, vous les invalidez et puis nous glissons ensemble pour 2 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Dokolo. Mais aujourd'hui, quand on entend M. Dokolo, les dernières interviews, il ne revient plus sur cette analyse. Qu'est-ce qui a changé? Alors que nous nous approchons, si je peux dire, à sa prophétie. Il devrait être le premier, parce que lui, il avait dit ça très loin, à dénoncer cela pour dire, ou bien à dire que voilà ce que j'avais dit. Ben, je laisse ça. Un jour, nous allons parler de lui et de son action et de ses amis, de ceux qui sont dans la politique. Il cite beaucoup de noms, mais il a des relations qui ont des degrés différents entre les acteurs politiques qu'il a cités. Mais je peux vous garantir, je ne vais pas tout vous dire ici, mais ceux qui m'avaient suivi, même hier, j'avais dit que Kabila n'est pas sorti de ses difficultés et que les retraits de l'UDPS et de l'UNC, ce n'est pas seulement la base, je le répète encore. C'est vrai que la base était, leur base respective était d'écouter le fait que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe étaient dans les sondages. Félix Tshisekedi avait 36, Vital avait, je crois, 17, suivi de Chadari, de Chadari et puis de Martin Fayoulou. Le dernier, c'était Matungulu. Alors, c'est vrai que la base de l'UDPS, la base de l'INC,
ne pouvaient pas être contents que leurs leaders qui sont au top puissent ne pas être retenus parce que les élections, c'est un problème de nombre. Il faut plutôt appuyer déjà celui qui est à l'avance. Vous autres, vous venez, vous faites l'addition de vos électeurs avec celui-là pour que vous puissiez gagner. Le calcul est simple. Maintenant, on a vu le contraire. Il y a eu réaction de base. Mais je peux vous dire que c'était aussi quelque chose qui était souhaité de l'extérieur. Parce que c'était ce qui s'est fait à Genève, ça va à l'encontre de la stratégie des Américains. Pour ceux qui disent que non, ceux qui ont retiré leur signature, ils seront diplomatiquement isolés. Mais je vous ai dit, ce que dit Madame Leila, Madame Leila, qui est la représentante de la MONUSCO, vous comprenez que ce qui s'est passé à Genève était contresté. Ça rentre dans la ligne droite du lobbying des libéraux belges. Ici, Louis Michel, avant c'était Didier Reynders qui avait fait ce lobbying. Louis Michel est venu au Congo. D'abord, Kengo est venu, il a vu Mbemba, il a vu Moïse Katumbi, il a vu Mouzito, et puis il est allé au Congo. Louis Michel a passé la nuit au Congo. Quand il est allé au Congo, on dit même, d'après des sources crédibles, il a passé la nuit à Kingakati même. Maintenant, ce que nous devons suivre, vous allez voir les traitements des candidats de l'opposition risquent de ne pas être le même. Je dis le traitement, c'est-à-dire la manière dont le pouvoir va assurer leur sécurité. Celui qui est dans la logique de glissement, je crois qu'il pourra bénéficier d'un traitement beaucoup plus favorable. Ça peut se passer comme ça. Alors, suivons attentivement ce qui se passe dans notre pays. Mais je peux vous garantir que Kabila, tout ce qu'il ne veut pas, et que le 23, qu'on puisse lui demander les comptes par ses maîtres d'hier. Je termine sur ce point, je prends des questions. La plupart de notre temps a été consommé par l'interview de M. Syndicat Dokolo. Je voulais que vous puissiez bien écouter pour comprendre, parce que souvent en politique, les grandes choses sont cachées dans des petites choses, dans les détails. Comme on dit, les diables se cachent dans les détails. Alors, qui est le premier à faire des commentaires ou bien poser une question? Tous ceux qui m'ont salué, Maman Lisette. Bonjour, bonjour, Mbote Bélé. Mon frère Pote Baouli Bofunda, et il y a une réunion qui l'empêche de me suivre, c'est pas grave. Marcel Bondo dit bonjour, mon frère Anglo-Congo, nous écoutons, merci beaucoup. Oscar Moutomboso dit les métis sont toujours solidaires entre eux. C'est bien de soulever ça. Bon, c'est pas un propos, c'est pas un commentaire raciste. J'aimerais dire que quand vous entrez dans les câbles diplomatiques américains, j'avais trouvé que, par exemple, parmi les cercles de groupes qui étaient autour du maréchal Mobutu, il y avait aussi ce qu'on appelait les groupes des métis. Donkengo, Setiale, tous les métis que vous avez connus qui étaient dans l'élite, dans la classe politique, ils avaient leur groupe à part. Voilà. C'était un peu comme une sorte aussi de groupe de Mbinza. Alors, donc, ils sont solidaires entre eux, ça c'est vrai. Et vous n'avez pas tort. Carlos Albino, mais ils ont droit d'être solidaires parce que, vous savez, l'histoire des métissages chez nous, c'est une histoire douloureuse. Beaucoup de métis, je dis beaucoup, leur père les avait abandonnés, mais aussi, quand ils grandissaient dans la classe des privilégiés. Alors, c'est tout à fait normal
il n'y a pas quelque chose de raciste là qui puisse être ensemble. Et si vous allez en Afrique du Sud, vous allez voir par exemple les Kalad. Là-bas, on les appelle, en commençant par les Zimbabwe, Afrique du Sud, même Namibie, en Afrique australe, on les appelle. Ils sont toujours ensemble. C'est tout à fait normal. Et ce n'est pas un commentaire raciste comme l'avait fait M. Kikayabin Karoubi, qui avait parlé des groupes de métis. Alors, Carlos Moussini dit, il parle de la signature. On peut signer, mais si on ne voit pas clair, on peut se désengager. C'est la fin du monde. Voilà, je l'avais dit, donc, on peut s'engager dans un accord en signant. On peut aussi se désengager. Alors, si vous signez, vous vous engagez à quelque chose et que vous vous retirez aussi, ça, ce n'est pas renier votre signature. Mais si à cela, il y a des menaces, on vous impose des menaces, là, comme avait dit quelqu'un, ça commence à ressembler à des mouvements ésotériques, des mouvements occultistes, parce qu'il y a des engagements quand vous prenez dans des mouvements occultes, vous ne pouvez pas vous sortir, vous désengager comme ça, sans punition. Bon, les gens, il y a quelque chose qui circule dans ce sens-là sur Internet. On dit que ce qui s'est fait à Genève ressemble un peu à cela, mais moi je ne connais pas très très bien dans la profondeur tous ces mouvements-là cités, mais je sais au moins que si vous entrez dedans, à un certain niveau, c'est difficile de vous engager sans qu'il y ait une punition grave sur votre vie. Ça c'est vrai. Alors, Phoenix Sahel dit bonjour Papa Anglo Congo, qu'adviendra alors de Félix qui promet de tout déballer une fois à Kin? Bon, je ne sais pas s'il va tout déballer. Je ne sais pas. Bon, déballer veut dire quoi? Je crois que quand je l'écoute, il me semble qu'il ne veut pas aller dans les détails. Il a dit, il ne faut pas qu'on les pousse à dire, à révéler des choses. Bon, je ne sais pas s'il va arriver jusqu'à ce point-là, mais je ne crois pas. Je me dis, en responsable politique, il y a des choses. C'est comme dans un mariage. Au Lomé Libala, donc malgré que Bokaboy no Mobali, tu ne vas pas tout dire. Mais Bokaboy no moi, si tu ne vas pas tout dire de ce mariage. Je crois que. Parce qu'après tout, n'oubliez pas, nous sommes en politique. Ce n'est pas l'étude qui s'est faite avec Fayoulou. Fayoulou l'a appelé mon frère, et il a appelé aussi Kamere mon frère. Mais tout le monde sait que Félix a toujours eu de bonnes relations avec Fayoulou. Ils fréquentent la même église, ils ont le même pasteur, même Nanga, ils fréquentent la même église. L'église Centre missionnaire Philadelphie, là où Atoms est pasteur, mais leur overseer, comme on dit, donc leur bishop, c'est le pasteur, comment il s'appelle encore? Roland Dallot. Mais entre Félix et Fayoulou, en tout cas, on peut dire qu'il y a une amitié. Parce qu'on ne parle pas de trahison quand on n'a pas été amis. Ne peut te trahir que quelqu'un qui est ami. Ou bien qui est membre de ta famille. Alors, je crois qu'ils ont des relations tellement poussées que tout, à mon humble avis, même dans leurs propos, vous voyez qu'ils se traitent avec respect. Et tout peut changer à n'importe quel moment. Parce que nous sommes en politique. Parce que nous sommes en politique. Alors, Anglo-Congo, ça c'est Yvon MK. Il dit Anglo-Congo, si vous voyez je ne sais pas, mon dimanche après la désignation, je voulais dire les commentaires, le dimanche, je crois, mon commentaire dimanche après la désignation de Fayoulou. Je vous ai dit quelque chose, Félix a signé par amour de la coalition et l'intérêt général, bien qu'il n'était pas d'accord. Le complot monté à leur égard est très grave en politique, il risquerait même la mort. Alors ma réflexion est que vous, comme leader d'opinion, veuillez sensibiliser, éclairer l'opinion, car ça fait partie de l'amour de notre pays. Félix et Kamere ont été victimes d'un complot des gens qui n'aiment pas le Congo. J'aime beaucoup suivre tes analyses. Je vous encourage. Merci pour ton sacrifice.
Merci beaucoup, Yvon MK. J'aimerais dire tout de suite ici, voici mon analyse de ce qui s'est passé. Quand ils étaient en train de signer, et quand on a lu les communiqués, ça c'est mon analyse, d'après quelques éléments que j'ai, et Félix et Kamere n'avaient pas encore très bien l'idée qu'ils étaient tombés dans un piège. C'est après avoir signé, quand ils se sont parlé, celui-ci a dit, ah voilà ce que l'autre m'a dit. C'est alors que et chacun a dit à l'autre ce que les autres leur avaient dit. C'est alors qu'ils se sont maintenant, ils ont maintenant compris, ah, on nous avait opposé pour que quelqu'un d'autre prenne le leadership. Et c'est là où les invalidés ont joué un grand jeu. J'ai quelques éléments, quelques confidences. Hein? Dis une chose très très sûre. Parmi les choses que Kamere dit, il y a une vérité là. Quand il dit non, Mouzito avait dit ça à Félix, il y a une vérité. Mais il y a d'autres aussi qui avaient dit certaines choses. La stratégie était d'empêcher que Kamere et Félix, qui sont restés dans la course, puissent être ensemble. Et ce travail avait commencé avant. Maintenant, quand le film est terminé, ils se sont rendus compte que, pour dire bien, oh, ça a un esprit n'abissout. Mais c'est alors que maintenant, ils ont eu, comme on dit, les full picture. Donc, toute l'image est sortie claire. Ils ont compris. C'est ce qui justifie en partie ce que vous voyez. Ils ont fait tous la déclaration de se retirer. Le même jour, Félix passe, quelques heures après, c'était Kamere, sur la même radio Top Congo. Et vous voyez à Kinshasa, les jeunes de l'UDPS et ceux de l'INC étaient ensemble ce jour-là en train de manifester. Ce sont des éléments qui font dire que c'est après qu'on les a roulés qu'ils ont compris. Il y a eu même quelque chose de grave. Les choses étaient tellement finement, stratégiquement arrangées. Les engagements que vous voyez que la fondation Kofi Annan a publiés, ces engagements étaient pris avant. On leur avait demandé de... Maintenant, quand ils prenaient ces engagements, comme ils savaient que bon, nous sommes des favoris, et puis le mode de désignation, ça sera les consensus, et les critériums de l'Afrique du Sud parlaient de la popularité, de l'implantation des partis, des nombres de députés, et Félix et Kamere étaient à l'aise de signer ces engagements parce qu'ils n'avaient rien à craindre. Voilà mon analyse, mais j'ai d'autres informations que je ne peux pas révéler parce que les sources qui m'ont donné cela m'ont dit non, il ne faut pas les dire. Je crois que les langues vont continuer à se délier. Ce n'est pas fini. Ceux qui m'avaient suivi hier, j'avais dit, les langues vont continuer à se délier. Vous avez vu les tweets, la réponse de M. Félix Tshisekedi à son frère, Martin Fayulu. Il lui dit, si tu peux dire à l'opinion les engagements que tu avais pris devant moi, les yeux dans les yeux, 1 heure avant la réunion. Kamere dit, excusez-moi, qu'il voulait approcher Félix, mais il a senti Félix était froid. Pourquoi? C'est-à-dire il y avait des choses qu'on avait dit à Félix. Alors Kamere avait senti qu'il y a un coup fourré. Donc il y a eu un travail finement fait pour les diviser. Nous sommes en train de suivre, on me dit même, un célèbre, je ne sais pas s'il faut l'appeler féticheur du Congo. On l'avait vu à Genève, aux alentours de l'hôtel. Mais
C'est au conditionnel, je dis ça au conditionnel. Donc, pour un piège, c'était un piège. Et ils sont partis avec beaucoup de confiance. Ils avaient confiance à tout le monde, sauf entre eux les deux. Mais il n'y a que eux qui pourront nous donner plus d'éléments dans l'avenir pour que nous puissions tous comprendre. Mais ce que je vous dis, c'est sur base de certains éléments que j'ai glanés à gauche et à droite. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus là-bas. Je vous ai parlé de Glencore, je vous ai parlé. Il y a eu même un ancien représentant permanent des Nations Unies au Congo, à part M. Alain Dos, qui était aussi là-bas. Le Congo est un grand enjeu. Pendant que nous parlons, le cobalt est devenu un minerai stratégique pour tous les pays industrialisés. Il y a l'ombre de Glencore. Hein? Mais entre-temps, j'ai une autre information. Ce qui a justifié le rôle des invalidés d'opposer les favoris qui étaient restés dans la cour, c'est quoi? Le calcul est simple. Ils avaient peur de ces grands partis. Parce que quand un grand parti prend le pouvoir, un grand parti qui est dans l'opposition prend le pouvoir, il est rare que ces partis-là fassent un mandat. Parce que c'est un parti qui est bien implanté. Donc, c'est clair que quand ils seront au pouvoir, ils vont encore arracher notre mandat, surtout s'ils travaillent bien. Alors, quand vous prenez des mandats, ça fait 10 ans. Si dans 10 ans, parce qu'il n'est pas facile de rester 10 ans dans l'opposition, ce n'est pas facile et que les partis survivent. Beaucoup de partis ont quitté l'opposition pour rejoindre les camps de pouvoir par des manœuvres pas claires, parce qu'il y a un grand sacrifice à payer pour rester dans l'opposition. Beaucoup de gens vont vous quitter parce qu'ils ont eu faim, parce qu'ils n'arrivent plus à continuer. Il y aura beaucoup de trahisons. Alors, beaucoup de partis n'aiment pas rester longtemps dans l'opposition. Entre-temps, il y a un problème de moyens. Quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas assez de moyens. Alors, vous devez être bien ancré dans la population pour survivre. La plupart des gens que vous voyez là, ils sont dans la cinquantaine, dépassés soixantaine. Si quelqu'un a 60 ans, 10 ans de plus, il arrive à 70 ans. S'il a 55 ans, 10 ans de plus, 65 ans. Dans certains pays, l'âge de retraite, c'est 65 ans. Et qu'est-ce qui dit que après 10 ans, c'est vous qui allez venir au pouvoir? Donc, vous voyez, il y a tous ces calculs-là qui entrent en ligne de compte. C'est ce qui justifie, bon, prenons un homme qui est connu quand même, M. Fayou est connu pour sa combativité, il faut le dire, mais qui n'a pas un parti aussi bien implanté comme l'UDPS et l'UNC. C'est ça la logique. Et ça, en politique, c'est permis. Il ne faut pas les condamner. Ici, j'ai dit que les leaders de l'UDPS, les leaders de l'UNC, ils se sont fait rouler, mais il ne faut pas. C'est-à-dire, ils devraient faire preuve de beaucoup de prudence. Merci. Donc, ils sont sortis de cette affaire, blessés, mais pas morts. Heureusement qu'ils ont eu des bases qui ont réagi sérieusement. Et je peux vous dire, l'écho de la réaction de ces bases-là, vous n'avez aucune idée. C'est parti très loin. Et ça leur a donné l'avantage pour que les analystes et les observateurs extérieurs puissent dire, ah, ces gens sont réellement à la tête des partis qui sont ancrés dans la population.
Ceux qui disent, bon, écoutez, quand vous êtes leader, il ne faut pas suivre la base. Tout dépend. Quand vous êtes leader de l'ANC, à l'ANC, on dépose les leaders. Dans un grand parti politique, un parti de masse, si vous ne suivez pas la masse, mais on vous met dehors. Hein. On vous met dehors. Donc, un leader d'un grand parti politique, son leadership n'est pas, à un certain, donc sous un certain angle, n'est pas aussi fort que celui qui a un parti politique, un petit parti politique. Parce que plus tu as des gens, plus tu as plusieurs tendances là-dedans, dans un même parti politique. Plus il y a même des luttes internes. Parce que dans des partis politiques de masse, il y a des luttes internes. Ça devient comme une institution. Les gens se battent aussi pour des positions là à l'intérieur. Mais ça vous donne un avantage en termes de représentativité. Monsieur Banza Chipanga nous avait dit qu'on fait l'interview dont tu parles de l'interview de Dokolo, de la même que Dokolo a changé par rapport à la machine à voter, qu'il admette aussi que les autres peuvent changer aussi la politique et étant dynamique, qui ne diabolise pas Félix et Vital. Oui, je partage ton point de vue, monsieur Banza. Mais moi, je dis tout simplement, il faut le dire clairement, il est plus proche de Moïse que de Félix que de Martin Fayou. Hein? Il est d'abord, il est plus proche de qui, comment il s'appelle, Olivier Kamitatu. Très proche. Or, Olivier Kamitatu est avec Moïse, donc on peut facilement conclure les choses. Et si M. Dokolo, si sa famille, sa belle famille n'avait pas eu de problème avec le pouvoir actuel de Luanda, c'est-à-dire M. Joao, peut-être en ce moment, M. Moïse Katumbi, sa situation serait différente. Il sera avantageux. Mais, un jour, on va en parler. Alors, qui d'autre? Phoenix a dit parce qu'il a dit à Fayoulou d'avoir le courage de dire aux gens leur conversation avant d'aller, puis ils vont parler d'intérêt national. Ouais, ça je l'ai dit. Monsieur Ilunga Mulumba lui dit, doit-on comprendre que ce qui s'est passé à Genève était voulu par les Américains? Pas du tout. Pas du tout. En fait, il y a ceci. L'unité de l'opposition était voulue. Hein? Donc, l'unité, avoir un candidat commun, ça c'était voulu. Maintenant, le candidat commun qui est sorti n'est pas celui que l'on attendait. Je ne dis pas qu'il est sorti par fraude, hein, parce qu'il y a eu vote. Il faut qu'on le dise clairement, Martin Fayoulou a été régulièrement élu là-bas. Mais c'est au niveau des petits arrangements, tout ça, c'est là où il y a eu des problèmes de sincérité, des problèmes de division. Et j'ai dit, politiquement, il y a eu des pièges. Et en politique, il faut savoir qu'il y a des pièges. Donc, Vital Kamerhe et Félix devraient absolument s'en rendre compte. J'ai appris même que quand ils étaient sur le point de se parler, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour les empêcher de se parler. Donc, on les surveillait et ne savait pas. On les empêchait réellement d'entrer en contact pour ça. Parce que s'ils s'étaient parlé profondément, ils allaient comprendre les jeux avant qu'ils n'aillent aux élections. Et ils allaient comprendre que pourquoi, au lieu de consensus, on nous amène aux élections.
S'ils n'avaient pas de base, ils seraient toujours dedans. Ils seraient pris. Les invalidés seraient-ils tombés dans leur propre piège? Pour l'instant, je peux dire qu'ils n'ont pas réussi à 100% leur mission. Et plus les jours vont passer, parce que leurs victimes ont compris les jeux. Donc, maintenant que leurs victimes ils se sont retirés, et leur retrait fait mal, vous ne pouvez pas comprendre. Écoutez, il y a M. Mbemba, il y a M. Katumbi, il y a M. Muzito, il y a M. Matungulu, il y a M. Fayulu, qui avaient signé. Ils sont 5. Il y a d'une part Félix et Vital Kamerhe, ils sont 2. Dans un accord, 2 personnes retirent leur signature, 5 sont en train de se plaindre. C'est-à-dire que ça montre l'importance des signatures des 2 qui se sont retirés. Il continue à dire que l'accord tient. Il y a certains qui disent ça. Oui, il tient entre les 5. Il ne tient plus entre les 7. Et je suis en train de chercher. Il semble qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient dit là-bas, que cet accord tient que s'ils sont à 7. Si une personne se retire, donc l'accord perd sa valeur. J'avais vu ça, mais j'ai perdu ça. Suivez la presse internationale. Tout le monde dit que l'accord a volé un éclat. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La presse francophone, la presse anglophone. Tout le monde est unanime pour dire que l'accord n'a duré que quelques heures et cet accord a volé un éclat. Parce que ceux qui se sont retirés, qu'on les veuille ou pas, ce sont les poids lourds de l'opposition qui sont en course. Leur retrait a un impact. Et Mme Zegouri l'a dit, la patronne de la MONUSCO. Donc, ce n'est pas un problème de nombre de ceux qui étaient 5 et 7. Vous voyez que 5, c'est majorité. Mais c'est le problème de poids politique. Les 2 qui se sont retirés, ils ont plus de poids politique dans le cadre des élections. Je dis dans le cadre parce qu'ils sont dans la course, que par rapport à ceux qui sont restés. Là-bas, il y a aussi des poids lourds. Vous avez Mbemba, vous avez Moïse Katumbi. Mais si vous mettez ceux-là parce qu'ils ne sont pas dans la course, vous avez aussi Muzito. Si vous enlevez les 3 là, Martin Fayulu et Matungulu, disons-le, leur parti n'ont pas le poids politique de l'IDPS et de l'INC. Et même si vous ajoutez les autres, comme ils ne sont pas dans la course, leur association, les 5 qui sont restés, ils n'ont pas le poids de ceux qui sont restés dans la course. Voilà. René Nyota dit, merci Amblo Congo, je suis avec toi. Merci beaucoup. Ginette Moupanda dit, à cette étape des choses, est-ce une coalition VK, Fachi, donc IDPS, INC, peut-elle être possible? Question très pertinente, Maman Ginette. Je crois que la force des choses peut les obliger à faire cela. C'est-à-dire, ça serait stratégique pour eux. Même s'ils ne s'aiment pas. Mais maintenant qu'ils ont compris qu'ils sont dans la même, ils ont été victimes, donc ils sont dans la même situation. Et maintenant que c'est clair que les autres, ils l'ont dit parce que M. Wanga l'a dit qu'ils vont soutenir, battre campagne pour Martin Fayulu. Donc les autres vont faire. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Stratégiquement parlant, ils doivent taire leurs différends et se mettre ensemble. C'est pour leur survie, c'est pour se donner des chances. Évidemment, ils seront 2, mais ils vont trouver d'autres alliés aussi. Parce qu'il y a des partis qui n'ont pas de candidats présidents, mais ils ont des députés, des candidats députés. Alors, s'ils se mettent ensemble avec leurs alliés, ça va faire un contrepoids contre le MLC, l'ensemble
Congo Nabiso et SID. Stratégiquement parlant, ils sont obligés. Parce que même ceux qui sont là-bas, les 5, ce n'est pas qu'ils s'aiment. Non, c'est un problème de survie. C'est pour cela qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait en fonction de l'INC et de l'UDPS. Ils ont tué leurs différends pour se mettre ensemble. Je pense, j'espère que leurs stratèges vont comprendre. Parce que déjà, on a vu leurs jeunes ensemble. Est-ce que ça annonce, c'était seulement une action ponctuelle? Question mark. Ou alors, c'est déjà la première étape de quelque chose qui va se concrétiser au plus haut niveau des deux parties. Comme on dit en anglais, time will tell. Le temps nous le dira. Marcel Mondo dit Fayoulou s'est dit Tshisekedi, c'est ami de Félix. Félix a voté pour Fayoulou, mais pourquoi Fayoulou n'a pas voté pour Félix depuis quand il est devenu ami à Matungulu? Bon, en politique, hein, ce sont là des ambitions. Moi, je ne condamne pas le fait qu'il y a eu des arrangements, on les a divisés. Non, parce qu'en politique, il y a des choses qui sont tolérables. J'ai dit tout simplement que les leaders qui étaient dans la course, ils devraient être sur leur garde. Il fallait qu'ils se parlent bien avant. C'est ça, la politique. Ok. Didier Kanangil a dit bonjour Anglo Congo. Qu'en reste-t-il de cette histoire de Genève maintenant que les deux autres aient retiré leur signature? J'ai dit tout ça. Moi, j'ai dit, c'est devenu une plateforme. C'est la plateforme Lamouka. Hein? C'est la plateforme Lamouka, mais ça n'a plus le poids qu'elle avait quand l'UDPS et l'INC étaient parties prenantes. En tout cas, ça n'a plus le même poids. C'est clair, pour des raisons que je venais tout à l'heure d'évoquer. Parce que en Afrique du Sud, les critériums qu'on a arrêtés, qu'on avait arrêtés en Afrique du Sud, on les a changés. Parce que les critériums de l'Afrique du Sud donnaient avantage à l'IDPS et à l'UNC. Les candidats communs devraient être, logiquement parlant, premièrement, Félix ou alors Vital Kamerhe. Mais arrivé en Suisse, c'est là où j'ai dit que est-ce qu'il y a eu rôle du facilitateur quelque part? Il y a un article très intéressant du journal Potentiel, je crois que c'est un Sénégalais qui a écrit dans le journal Potentiel, si je retrouve ça, je lis pour vous. Il a fait une analyse que je partage à 100%. La logique, c'était que ceux qui sont dans la course, qui sont des grands partis, que les candidats communs, s'ils ne viennent pas de l'UDPS, qu'ils viennent de l'UNC. Mais la logique devrait être d'abord UDPS ou INC. Alors, je vous lis, attendez, je vais retrouver ça. C'est vraiment très intéressant. Donc, qu'est-ce qui a fait que les critériums de l'Afrique du Sud aient changé? Je pense que ceux qui étaient derrière ces deux ONG de médiation ont joué un rôle. Et je soupçonne, écoutez-moi très bien, c'est ici que je soupçonne un peu l'Afrique du Sud. Parce que la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Lindiwe Sisulu, avait rencontré l'un des invalidés à Londres, je crois 2 jours avant la rencontre de Genève. Or, cette dame avait critiqué la rencontre de l'Afrique du Sud. Je ne dis pas que Ramaphosa est derrière, parce que dans l'ANC maintenant, enfin, disons dans l'ANC, il y a des tendances. Mais
En tout cas, je soupçonne, parce qu'elle est ministre des Affaires étrangères, je soupçonne qu'il y a eu les champs. Pourquoi on a laissé l'ONG sud-africaine? On est allé prendre la fondation Kofi Annan. Quand vous regardez les critériums de la fondation de l'ONG sud-africaine, étaient à l'avantage des leaders qui ont des grands partis. C'est là où je soupçonne qu'il y a eu un rôle caché quelque part de cette dame sud-africaine qui est proche, il faut le dire, qui est en bon terme avec Joseph Kabila. Parce que cette dame-là, elle est proche de Madame Dlamini Nkosazana Zuma, l'ex-épouse de Jacob Zuma. Bien qu'elle est dans le gouvernement de Cyril Ramaphosa, en fait, Cyril Ramaphosa l'avait pris parce qu'il cherchait un consensus au nom de l'unité dans l'ANC. Cette dame était dans les groupes des gens qui avaient déposé Thabo Mbeki. Donc, elle est proche, naturellement parlant, de Zuma que de Cyril Ramaphosa. Et ceux qui vivent en Afrique du Sud, qui suivent la politique sud-africaine, ils seront d'accord avec moi. Alors, je vais vous lire l'article là du potentiel. Je crois que j'ai vérifié, ce gars-là doit être un Sénégalais, pas son nom. Mais il a mis cet article dans Potentiel. Potentiel l'appelle correspondant. Le titre, c'est Implosion de l'opposition congolaise. Pourquoi faut-il blâmer Bemba et Katumbi? 14 novembre 2018, donc c'est aujourd'hui. Je continue. Tous, et à juste titre, pensent que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont sabordé la dynamique de l'opposition qui avait réussi à trouver un candidat unique en la personne de Martin Fayulu. Mais au fond, c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui ont dynamité la candidature unique. Je reprends. Au fond, c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui ont dynamité la candidature unique. Attendu avec impatience et accueilli avec soulagement et enthousiasme l'accord politique sur les candidats uniques de l'opposition n'aura pas finalement tenu 24 heures. Un véritable gâchis et désillusion pour la majeure partie de la population congolaise qui croyait pouvoir en fait goûter aux délices d'une alternance démocratique. Si les différentes réactions tendant à clouer au pilori Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pour n'avoir pas honoré leur engagement de soutenir celui qui sera choisi sont légitimes, il faut cependant se poser des questions sur le choix porté sur Martin Fayulu. L'homme a certes le profil et le background pour l'emploi, mais sur le plan politique, il est très loin de faire faire poids face à Félix Tshisekedi ou à Vital Kamerhe. Parce qu'en politique, il faut deux choses, le charisme et la popularité qu'il faut traduire dans les urnes au terme des voix. Moi, je dis, en matière d'élection, il faut le charisme et la popularité qu'il faut convertir en termes de suffrage dans les urnes. Nous disons pratiquement la même chose. Je continue. Or, sur ces deux points, les deux derniers nommés dépassent largement Martin Fayulu. Dès lors, la question est de savoir pourquoi Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe n'a pas été désigné. Le monsieur continue, dit, les erreurs de la fondation Kofi Annan. Il dit, si nul ne remet en cause l'expertise de la fondation Kofi Annan, elle a cependant fauté dans le processus de désignation en permettant aux protagonistes de voter pour départager les prétendants à l'investiture. Il aurait été plus judicieux, à défaut d'un consensus entre les leaders, de faire appel à un panel d'experts n'ayant aucun lien avec les acteurs. Ces experts
devant bien maîtriser la situation politique du Congo, les forces et faiblesses des uns et des autres, ainsi que leurs appareils politiques. Mais en permettant à tous ces beaux mondes de voter, la Fondation a créé les bases d'un vote tronqué. En effet, il est de notoriété publique qu'au sein de l'opposition se joue un combat de leadership sans merci entre Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Ce qui fait que demander à l'un de voter pour l'autre revient à faire croire à un adulte que le Père Noël existe. Nous sommes à l'approche de Noël. Ce vote a désigné Martin Fayulu est un vote biaisé parce que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi n'ont pas voté pour Félix Tshisekedi. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas renforcer l'UDPS. Le débat est aussi simple. Essayer de trouver d'autres explications revient à tenir aux Congolais un discours à dormir debout. Parce que si ces deux poids lourds qui sont hors course pour la présidentielle n'avaient pas pris position en faveur du fils du défunt fondateur de l'UDPS, il n'y aurait pas vote. Parce que les autres ne font que le poids, ne font pas le poids et vont suivre la voie tracée. Mais Bemba et Katumbi, des calculateurs destructeurs. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est un Sénégalais, parce que j'ai vérifié son nom, c'est un nom sénégalais. Ce vote est donc un vote biaisé, parce que si les leaders de l'opposition avaient voté de façon objective en tenant compte de 8 critères définis selon Jeune Afrique par la Fondation Kofi Annan, à savoir la capacité de fédérer les forces de l'opposition pendant et après le processus électoral, la capacité de rassembler dans la nation congolaise, la force d'organisation dans le pays pour conduire les campagnes présidentielles, la densité du réseau des candidats à élections législatives, nationales et provinciales, la géographie et la cartographie électorale, la tendance générale au sein de la population, l'expérience professionnelle et la capacité managériale, l'expérience électorale, les candidats de l'UDPS, Félix Tshisekedi, auraient été logiquement désignés candidats de l'opposition. Par ailleurs, la logique aurait voulu que les acteurs du conclave de Genève tiennent en compte les derniers sondages publiés par les bureaux d'études, de recherche et de Consulting International Bercy et le groupe d'études sur le Congo, GEC, de l'Université de New York, qui place Félix Tshisekedi en tête des intentions de vote avec 36%, suivi de Vital Kamerhe et 17%, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du FCC, 16%. Même si un sondage n'évalue que le taux de l'électorat à un moment précis, ce sondage est révélateur d'un fait, l'UDPS et Félix Tshisekedi dévancent de très loin les autres candidats. Et c'est justement ces candidats que les calculateurs politiciens de Genève veulent enterrer pour mieux préparer leur retour. Parce qu'ils se disent que si Tshisekedi gagne, il est parti pour faire 10 ans. Alors qu'avec Martin Fayulu, son règne peut vite prendre fin car il ne dispose pas d'un appareil assez puissant qui puisse leur tenir tête. Maintenant, rentrer dans ce que Mbemba avait dit, au lieu d'un mandat, si Kamerhe est élu, et Mouzito avait dit cela, pardon, au lieu d'un mandat, si Martin Fayulu est élu, au lieu d'un mandat de 5 ans, il fera seulement 2 ans et quelques mois, et puis on appelle d'autres élections. L'idée était venue de Mbemba. Mouzito l'a dit après à Genève. Vous comprenez que ce que je vous avais dit, tout a été fait pour éviter des grands partis. Et le premier de ces grands partis, c'est l'UDPS. Et son leader, c'est Félix Tshisekedi. Donc, le calcul a été fait en fonction de lui d'abord et ensuite de Kamerhe. C'est pour cela qu'il fallait à tout prix les empêcher de s'associer. Il fallait créer la méfiance entre eux.
l'article ici cite les critères qui étaient fixés en Afrique du Sud que la fondation Kofi Annan s'en était servi comme document de référence au début, tout simplement au début. Mais après, hein, dans la dynamique de la rencontre de Genève, on a tout changé de ce qui était venu comme critérium de l'Afrique du Sud. C'est ici que je dis que quelque part derrière, sans chercher à jeter les discrédits, comme le disent ces messieurs, on peut les critiquer. Quelque part, il y a eu une main noire qui a fait le travail derrière cette fondation pour qu'on évite Félix et Kamere. L'histoire de prendre les téléphones. Parce que moi qui vous parle, j'avais appelé quelqu'un dans l'hôtel. Quand j'ai appelé, on m'a dit non, on les a enfermés quelque part. Ça, c'était samedi. Quelqu'un qui était dans l'hôtel. Donc, bon, c'est une stratégie. Hein. L'article est signé François Mendy, correspondant à Paris. Les messieurs ici révèlent ce qui était caché, la stratégie qui a conduit à ces résultats. Mais nous sommes en politique. C'est ici que j'ai dit l'UDPS et l'UNC doivent peaufiner aussi des stratégies. On avait fait appel à des stratèges. Moi, j'ai fait les études de conflit. Quand j'ai regardé, j'ai suivi, j'ai compris qu'il y a eu une stratégie bien peaufinée. Il semble que les deux, et Félix et Kamere, avaient eu fleur de cette stratégie, mais on les avait tellement enfermés, chacun dans son coin, et le temps n'était pas en leur faveur. Ils étaient sous surveillance. Bon, maintenant, sur terrain, le problème maintenant, c'est la campagne. Il faut qu'ils fassent preuve de beaucoup de stratégies. Parce que, je dois le dire, ici, Mbemba et Katumbi, ils ont fait preuve de stratégie. Je crois même, certainement, ils ont recouru à des groupes qui font des stratégies, des experts en stratégie. Parce qu'il y a des maisons de stratégie, il y a des stratèges à qui on paye. Et ceux qui étaient partis là-bas, parmi même des Congolais, il y avait des stratèges, des gens, quand je parle de stratèges, des gens vraiment qui ont étudié la stratégie. Mais néanmoins, ils se sont tirés bien par le fait que, bon, retirer sa signature, ce n'est pas illégal. Hein? Ce n'est pas illégal. C'était quand même long comme analyse. Hein? Est-ce que je dois continuer? Parce que je voulais ajouter un autre élément, c'est important. Une interview qui est sur RFI, permettez. C'est pour que vous ayez, pour que je ne revienne plus avec une autre analyse sur ces dossiers. Terminons ça aujourd'hui. C'est le professeur Bob Kabamba de l'université de Liège. C'est un politologue. Il a un PhD en sciences politiques. Il a fait une interview. Là-dedans, quand je fais l'analyse, il y a des choses qu'on peut prendre, mais il y a des choses qu'on peut déceler qu'il a une tendance. Je me dis même que je suis en train de soupçonner, mais je vais donner des éléments. Quand on va les suivre, je suis en train de soupçonner qu'il ait des mèches avec ceux qui avaient monté la stratégie. J'ai dit c'est un soupçon, hein, la stratégie de Genève. Alors, nous allons le suivre et je vais revenir sur des éléments, certains éléments, et nous allons faire l'anatomie, donc l'analyse de son interview pour déceler certains éléments. Suivons.
Bob Kabamba, bonjour. Bonjour. Vendredi dernier, quand le conclave de Genève a commencé entre les 7 leaders de l'opposition, beaucoup voyaient Félix Tshisekedi comme le favori. Pourquoi est-ce finalement l'outsider Martin Fayulu qui a été désigné dimanche? Dans un premier temps, il faut bien se rendre compte que l'UDPS, avec Félix Tshisekedi, avait déjà posé certains actes et avait déjà fait certaines déclarations qui allaient à l'encontre de la dynamique générale de l'opposition, notamment sur la question des machines à voter, et aussi à ne pas appeler les Congolais à aller manifester justement contre cette machine à voter. Et ces faits avaient déjà révolté une bonne partie des leaders de l'opposition qui soupçonnaient, à tort ou à raison, l'UDPS de commencer à vouloir fricoter, entre guillemets, fricoter avec le pouvoir en place. Oui, mais ce dernier sondage du bureau d'études Bercy donnant Félix Tshisekedi favori d'une élection à un seul tour avec 36% des suffrages, est-ce que ce n'était pas quand même un paramètre qui pouvait peser pendant ce conclave? Le paramètre qui peut compter pour le conclave, c'est aussi la capacité de pouvoir rassembler, entre guillemets, les différents blocs qui existent au niveau du Congo. Et la crainte aussi de ces différents leaders qui ont choisi Martin Fayulu a été de voir effectivement que Félix Tshisekedi aura des difficultés à pouvoir rallier toutes les régions et de rallier toutes les options de l'opposition au sein d'une seule dynamique. Puisque plusieurs fois, l'UDPS a toujours été accusé de vouloir chaque fois mener cavalier seul et que tous les autres doivent être derrière le leadership de l'UDPS. Et cet état de fait ne semble pas avoir l'assentiment des autres leaders. Et donc cet élément, je pense aussi, a pesé pour la désignation de Martin Fayulu. En optant pour quelqu'un qui est le plus petit dénominateur commun, cela permettait aux autres leaders de pouvoir garder une certaine surface, de garder une certaine assise qui leur permettait de pouvoir mieux contrôler ce candidat qui, à première vue, paraît plus faible que les autres. Donc, le vote Fayulu dimanche dernier à Genève, c'était un vote anti-UDPS, Félix Tshisekedi étant vu comme un candidat peut-être à la fois trop lourd et trop clivant, c'est ça? Tout à fait. Parce que historiquement, je pense que la plupart des leaders se souviennent de manière historique de toute une série de dynamiques qui avaient déjà été lancées depuis plusieurs décennies, notamment portées par Étienne Tshisekedi. Et dans toutes ces tentatives de rassemblement, à chaque fois, l'UDPS a malheureusement toujours voulu d'abord l'UDPS et que tous les autres leaders de l'opposition soient derrière lui. Et cette position clivante a le don de ne pas permettre à d'autres options, à d'autres régions, à d'autres leaders d'avoir une surface. Et cette position clivante a été un des éléments aussi, je pense, clés pour la désignation de Martin Fayulu. Et ce vote anti-UDPS, est-ce qu'il ne s'était pas déjà manifesté du temps de la conférence souveraine des années 90 et du temps des négociations de Sun City dans les années 2000? Tout à fait. Et à chaque tentative de rassemblement, de pouvoir porter un leadership de l'opposition, l'UDPS a toujours manqué le coach. C'était la conférence nationale souveraine. À plusieurs reprises, la candidature de Tshisekedi avait été proposée pour pouvoir diriger le gouvernement de transition. Et à chaque fois, malheureusement, c'était toujours terminé en queue de poisson. Et même la tentative au niveau de l'Afrique du Sud des accords pour désigner un vice-président pendant la transition qui a amené aux élections de 2006. Là, à nouveau, l'UDPS de Tshisekedi a voulu faire cavalier seul. Et en voulant faire cavalier seul, se sont retrouvés en dehors de la transition et avec les conséquences que nous connaissons, c'est-à-dire que l'UDPS a été absent des élections de 2006. Et en 2011, il y a encore eu plusieurs tentatives de pouvoir arriver à fédérer l'opposition. L'UDPS de Tshisekedi avait refusé toute discussion avec les autres leaders de l'opposition en argumentant que c'est eux, l'UDPS de Tshisekedi, qui avaient la légitimité de pouvoir représenter cette opposition et que les autres candidats, notamment Vital Kamerhe et Kengo Adondo à l'époque, devaient se désister sans discussion et se mettre au service de Étienne Tshisekedi, ce qui ne fut pas le cas et avec les résultats que l'on connaît. À ceci près qu'en novembre 2011, tous les Congolais anti-Kabila avaient voté Tshisekedi. Tous les Congolais anti-Kabila avaient voté Tshisekedi, mais vous devez aussi vous rendre compte que Vital avait fait aussi un bon score dans son fief de Kivu, aussi bien au nord Kivu qu'au sud Kivu, mais aussi que Kengo a fait aussi quand même un score dans son fief qui est l'Équateur. Et donc lorsque vous additionnez les différents scores qui ont été obtenus par les uns et les autres, on peut imaginer que Tshisekedi aurait pu, s'il avait pu négocier avec Vital Kamerhe ou avec Kengo et d'autres leaders de l'opposition à l'époque, certainement que les résultats auraient été différents de celui que l'on a connu en 2011. Alors, dès l'annonce du choix Martin Fayulu le 11 novembre, les militants UDPS sont descendus dans la rue pour protester. Est-ce que c'était prévisible? C'était tout à fait prévisible et même, on pense même que c'était même déjà préparé, du fait que beaucoup de militants étaient déjà convoqués au siège du parti pour pouvoir manifester leur opposition quant à la désignation d'un candidat non Félix Tshisekedi.
On a l'impression effectivement que Félix Tshisekedi savait très bien qu'il n'allait pas être désigné leader de l'opposition et cherchait à avoir un moyen échappatoire pour pouvoir se désengager de cet accord et de continuer à faire cavalier seul comme l'UDPS a toujours fait et en essayant de chercher un prétexte pour ne pas s'engager dans cet accord de Genève. Il y a une autre hypothèse, Bob Kabamba, c'est que Félix Tshisekedi était sincère dimanche, mais que lundi, il a été soumis à très forte pression par une base qui menaçait de le destituer. Lorsque vous êtes en désaccord, ou vous avez deux visions politiques qui ne s'accordent pas, ou le président du parti démissionne, ou la direction du parti de l'UDPS démissionne. Et alors, le fait de ne pouvoir pas démissionner et de pouvoir dénoncer ces accords, veut dire nécessairement que tout simplement le plan de l'UDPS était d'aller seul aux élections, comme il l'avait déjà menacé depuis quand même plusieurs jours. On n'a pas fait 36 ans de lutte pour une simple alternance, mais pour conquérir le pouvoir, a clamé un militant UDPS anti-Martin Fayoulou. N'est-il pas naturel que le parti le plus fort de l'opposition veuille que son champion soit candidat tout de même? Ils avaient eux-mêmes déjà accepté d'aller dans une dynamique d'une candidature commune. Mais dans un pays comme le Congo-Kinshasa, où depuis 1965, beaucoup de pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme, le président de la République, n'est-il pas normal que le parti d'opposition le plus ancien et le plus puissant mette son champion comme candidat à ce poste? Si le DPS se sentait suffisamment fort pour pouvoir aller seul aux élections et de pouvoir le gagner, rien ne poussait le DPS à pouvoir entrer dans cette dynamique avec les 7 autres leaders politiques. Il pouvait y aller tout seul et être sûr à ce moment-là de pouvoir l'emporter le 23 décembre. Il y a peut-être une autre hypothèse, c'est que l'UDPS, fort de son ancienneté, du nombre de députés à l'Assemblée nationale, des sondages qui lui sont favorables, peut-être l'UDPS entrait-il dans ce conclave avec l'espoir que son champion serait désigné candidat unique? Oui, alors il y a une autre aussi dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que les campagnes électorales en République démocratique du Congo coûtent assez cher. Un parti politique qui veut gagner ces élections doit avoir suffisamment de moyens financiers et comme l'UDPS ne les a pas, j'imagine aussi que ça a été une motivation de pouvoir bénéficier des contributions de tous les leaders de l'opposition pour mener cette campagne. Alors, est-ce que le grand gagnant de cette volte-face, ce n'est pas le candidat du pouvoir, Ramazani Chadari? Tout va dépendre, je pense, de mon point de vue, de ce que et Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi vont pouvoir faire dans les jours qui viennent. Si ces deux leaders qui sont hors jeu décident quand même d'apporter leur soutien à Martin Fayoulou peut quand même arriver à être un candidat farouche vis-à-vis du candidat de la majorité. Et la candidature de Martin Fayoulou, appuyée par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, mettrait en difficulté la candidature de Félix Tshisekedi et encore plus celle de Vital Kamerhe dans l'est du pays. Donc pour vous, Bob Kabamba, l'échec de cette candidature unique, c'est plus la faute des opposants peut-être un peu jaloux de l'avantage présumé de Félix Tshisekedi à l'Assemblée nationale et dans les sondages, ou est-ce plus la faute de Félix Tshisekedi? La réponse, c'est qu'avec la candidature de Félix Tshisekedi, les autres leaders de l'opposition auraient eu moins de voix au chapitre. Et de fait, leur ego aurait été moins pris en compte si c'était Félix Tshisekedi qui était désigné candidat de l'opposition. Et donc, ce sont les égos des uns des autres, de mon point de vue, qui sont à la base de cet échec. Bob Kabamba, merci. Bob Kabamba. Ok. Là, vous venez de suivre. Je crois que vous avez bien suivi. Si vous avez bien suivi, faites-moi les j'aime et puis les likes. Je crois que la qualité des sons était bien, était bonne. D'abord, quand on fait l'analyse, quand il y a une interview comme ça, M. Bob Kabamba n'est pas un innocent. C'est un professeur de sciences politiques, mais vis-à-vis de la politique congolaise, quand je dis innocent, cela veut dire il n'est pas neutre. Hein? Pourquoi? M. Bob Kabamba, pour ceux qui ne le savent pas, il est l'un des vrais co-rédacteurs, je dis vrais co-rédacteurs, de la Constitution de 2006. M. Bob Kabamba. Cette Constitution que nous avons au Congo, sa charpente, son fondement, M. Bob Kabamba en fait partie. Ça a été rédigé en Belgique. C'est un ami personnel de M. Bochab. C'est aussi un ami à M. Louis Michel. D'abord, ça, il faut prendre ça en compte. Maintenant, entrons dans son interview et ses réponses.
d'une manière générale, vous allez constater, si vous regardez d'une manière générale, qu'il est en train de justifier la mise à l'écart de l'UDPS en évoquant certains faits du passé. Et c'est dans le fait du passé-là que vous trouvez des choses, certaines choses qui ne sont pas correctes. Je suis en train de dire ça, j'espère, moi je suis en train de faire l'analyse. J'espère que les gens de l'UDPS vont suivre cette analyse. Je connais un peu ce qu'on appelle la stratégie. Cette interview fait partie d'une stratégie, c'est de la communication. Elle fait suite. Comme il y a eu le retrait de l'UDPS et de l'UNC et que l'accord a éclaté, c'est comme ça que la presse étrangère a présenté ça, même la presse nationale. Il faut trouver quelqu'un qui a, sur le plan scientifique, des connaissances, mais qui joue aussi d'un certain prestige, qui a une audience dans le milieu congolais et dans le milieu belge, concernant la politique congolaise. Et ce monsieur a ses profils. Il dit une chose, il dit que c'était prévisible, et là il a raison, que l'UDPS, pour n'avoir pas pris part à la marche contre les machines à voter, avait pris une direction contraire à la tendance générale de l'opposition. Ici, les mots ont leur sens. Mais il ne dit pas que cette marche-là avait échoué parce que l'UDPS, qui est le fer de lance de l'opposition, n'avait pas pris cette partie à cette marche. Ça, il ne dit pas. Il y a des silences qui révèlent la position de quelqu'un. Tout comme parfois, il y a des paroles qui révèlent la position de quelqu'un. Nous sommes dans une guerre de stratégie ici et de tactiques. Et l'UDPS devrait savoir, ceux qui me suivaient, je disais, il faut que l'UDPS s'assume, parce que je savais que, à cause de l'échec de la marche, qui était une grande opération faite entre le pouvoir de Kinshasa et ceux qui veulent créer une crise autour de la machine à voter et du fichier pour avoir un glissement et permettre les invalidés à rentrer dans le jeu, l'UDPS devrait savoir qu'on les attendait au coin. En allant dans cette rencontre, ce n'était pas mauvais, mais il fallait qu'ils soient sur leur garde pour qu'au moindre geste suspect, qu'ils quittent le plus tôt. Mais d'autre part, il y avait les soucis d'avoir l'unité. Et je vais revenir peut-être dans l'analyse prochaine, pourquoi il fallait qu'il y ait candidat commun. Le monsieur Kabamba, le professeur, il continue, il prend des faits du passé pour justifier, il dit, l'UDPS a toujours cherché à faire chemin seul, demandant soit aux autres de s'aligner. Mais écoutez, quand on est dans un groupe, qu'on le veuille ou pas, engagé dans quelque chose, il y a toujours un leader. Et ce leader, son leadership s'exprime par rapport à son apport dans le groupe. C'est comme dans une société. Il y a des actionnaires. Celui qui a plus d'actions, il a plus de pouvoir
il a plus de pouvoir en termes de décision par rapport à ceux qui ont moins d'action que lui. C'est la logique. Ça ne devrait pas choquer. Yozo yato sala mombongo. Ngana tche 100 000 $. Yo ye na 40 000 $. Tout kabola bénéfice n'est mon côté. C'est une logique claire. Deuxième chose. Il parle de la CNS. Mais à la CNS, ceux qui avaient voté M. Tshisekedi, ce n'était pas seulement les gens de l'IDPS. D'ailleurs, ils n'étaient pas majoritaires. Donc, vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit, quand vous regardez ses acquaintances avec ses amitiés avec les Louis Michel, tout ça, disons les libéraux en Belgique, ces messieurs, ses amitiés avec les pouvoirs de Kabila, parce que Louis Michel était au Congo dernièrement, parce que c'est eux qui veulent qu'il y ait un dialogue. Vous pouvez maintenant voir dans les analyses où est-ce qu'il est pour les situer. Mais si vous le suivez rapidement comme ça, vous ne saurez pas voir il est de quel côté. Parce que biloko oyo, eza biloko ya mayele, eza biloko ya... Moi, je suis chrétien. Eza biloko, eza lokola envoûtement, biloko bozo mono. Les mots envoûtement, tant batba lobela rango, envoûtement ezala te ndenge bato bakanisaka. Envoûtement yali tant basakani na mayele na yo. Bayebi koza mayele, mais bayesi ko basakani na mayele na yo. Po bandimisa yo. Donc c'est-à-dire eza mensonge moko très subtil. Ezo bi maloko la vérité. Okomi ko fonctionner par rapport à okoya ko yeba kezaki lokuta kaka soki j'ai sili. C'est ça l'envoûtement. Et batu basala eloko wana bazala batu ya mayele mais bazala batu malin. Dans son parler d'une manière générale, quand vous suivez étape par étape, il veut convaincre une certaine opinion que c'est perdu pour l'UDPS et l'UNC et que l'autre groupe, pour eux, c'est un succès. Alors que si vous prenez seulement la logique des sondages seulement, si l'UDP se met ensemble avec l'UNC, ils ne peuvent pas tenir, les autres ne peuvent pas tenir. Je peux vous dire à 75% qu'ils vont perdre. Cette interview rentre dans le cadre d'une opération de stratégie. Je suis en train de me dire qu'il doit faire partie des stratèges de ces groupes-là. Je suis pratiquement à la fin de mon analyse. Aujourd'hui, je voulais vraiment que ce soit strictement l'analyse pour que vous puissiez comprendre. Le temps est parti. Demain, nous allons revenir sur les chances par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Si les élections sont organisées dans les conditions normales, qui peut gagner ces élections? Mais si les élections ne sont pas organisées, au-delà de ce que j'ai dit, que Kabila sera devant ses responsabilités, qu'est-ce qui va arriver? Donnez-moi le temps de me reposer. J'étais très occupé aujourd'hui. Je vais prendre 2 heures pour lire certains articles, faire certaines recherches. Demain, nous avons rendez-vous pour une autre bonne analyse. Je termine toujours en disant que nous devons prier.
Nous devons prier. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis nous devons prier. Je vais fouiller, si, mais en tout cas, quand il s'agit de pouvoir, que vous le vouliez ou pas, quand il s'agit de disputes, même dans le monde occidental, il y a toujours des puissances spirituelles qui entrent dans l'arène. C'est pour cela quand je vous dis de prier les chrétiens, priez. Priez pour la RDC. Votre prière peut faire la différence. Votre prière peut chambouler, déjouer le plan de l'ennemi pour ce pays-là. Ce n'est pas par hasard que c'est le pays qui a le plus de minerais que tout autre pays dans le monde. Ce n'est pas un hasard. Mais ce n'est pas aussi par hasard, c'est le pays dans lequel le sang humain a coulé comme jamais partout dans le monde. Un jour, je viendrai parler de la dimension spirituelle de ces combats. Je vais vous dire, je vous l'annonce déjà, Dieu m'a mis en partenariat avec un pasteur qui a joué un grand rôle pour Makambo éclater dans Genève. Je sais qu'il y a un réseau de gens, mais quelques-uns, moi qu'on a découvert, il est actif spirituellement et politiquement. À Yébanité, mais c'est un homme de réseau, mais un chrétien engagé. Dieu a permis que tout le monde en contact. Et ça, comme un parti politique, il y a une dimension aussi spirituelle. Nzamba pambola bino, ba commentaire ezali nanu. Je ne saurais pas tout lire. Excusez-moi. Desmond Kans, ton commentaire est là, les gens peuvent lire. Ginette Mupanda, oui, autant un commentaire naïe. Maman Ginette Mupanda. Ce nom me dit quelque chose, Maman Ginette Mupanda. Je vais vérifier. Votre nom a mon nom quelque part, maman. Je crois que vous avez... Enfin, laissons. Mais j'ai déjà vu votre nom quelque part. Botanga commentaire, il y a... Mams la maman. Hein? Voilà, il y a René Nyotaradi. Hein? Botanga va commenter au Batoubaché, Botanga, parce que je ne saurais pas tout lire, mais il faut tous être très vigilants. Hein? Je ne suis pas en train de parler pour un parti politique ici. Moi, mon problème, c'est la nation. Tout ça, l'analyse pour Batouba comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui aura été tournant au les chrétiens congolais, particulièrement, vous avez une grande responsabilité. De continuer à prier. Le pays est échappé de l'Oromoko, mais ce n'est pas fini. Hein? Bon, Sambela, quand je dis prier, il faut prier. Ok, Natiki Bino, Kola Pambola Bino, merci Mingi, Torozala, je l'ai dit avec beaucoup d'humilité, Torozala a besoin de Sungi. Mingi, Bochenga pression, Tocha na YouTube, ça demande, Eza, Toza na YouTube, mais Tocha na Mokunate, mais Tolingue dans la propre, Tolingue dans la nini, Moussala Mbomoni comme chaque jour, l'emsuna Mkombami Balé, na Mikolegoya, Toza a besoin de Sungi Mouké. Monta moko muke poto bongisa musala biso moto ocha parna biso mama moko satindela ingai quelque chose eza likambo te to koma na ba $1000 te monta moko muke
poto bongisa musalo parce que bato wana baza na bato oyo bazoleka na ba réseaux sociaux oyo bazoloba bazoganye ba audience so botiki lokuta ekokende musika. Il ne s'agit pas tout le monde à les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de traiter. Il faut beaucoup dans le terrain, dans la stratégie, pour saler analyse calmement, pour saler anatomie. Au moins, ils sont opérés mutu. Il ne faut pas seulement la réaction épidermique. Et ça, la information, il faut tout foutre en bon. Moi, on a payé belé, moi, $30. Mais ceux qui ont commis 4, 5, 6, $30, on a fois 6 et combien belé par la bichou. Mais ceux qui sont au $20, au $10, au 50, au 100, ça va nous permettre d'avoir un abonnement dans 2 grands magazines. Il y a des informations qu'il faut au sommet. Parce que si on a un retard d'information, on s'en appelle analyse bien. Et plutôt soigner l'image, il y a Anglo Congo. Nzama pambola bino, na lingi bino mingi, tutaonana kesho, Mungu abibariki. Bye, God bless you.